Nous revoici pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session et non pas la BS Team comme le demandait clairement Antoine. Donc voilà, on n'est pas la BS Team, on est l'équipe Basket Session et Rivers. Comme vous le savez, il reste encore quelques... Vous avez encore le temps, non, pardon, de commander soit notre livre GOAT avec les 130 tops au sujet de la NBA ou même notre MOOC Small que vous pouvez voir derrière moi et le recevoir à temps pour les fêtes de Noël. Donc n'hésitez pas, ne perdez pas de temps, vous savez où ça se passe sur basketsession.com pour pouvoir commander nos revues. J'en profite pour le redire pour ceux qui ne le sauraient pas, mais c'est vrai que toutes nos productions sont éditées en indépendant. On a une petite société d'édition indépendante et on est disponible uniquement à la commande sur notre site Basket Session. On n'est pas à la Fnac, en relais ou en librairie. Donc voilà, si vous cherchez des publications dans lesquelles on a mis tout notre cœur, beaucoup de sang et même parfois quelques larmes, voilà, vous savez où nous trouver. Voilà pour ce petit passage de promo. Shai, cette semaine, à seigneur tout honneur, comme on dit, je suis obligé de te tirer mon chapeau, à défaut de pouvoir faire une révérence. En début de saison, quand on parlait des équipes qu'on attendait ou qu'on n'attendait pas forcément, une fois encore, tu avais levé haut et clairement le drapeau des Memphis Grizzlies. Hein, tu étais à 2 points de venir avec un costume d'ours des montagnes pour affirmer que tu croyais toujours en cette équipe. Au sein de notre petite équipe, j'étais peut-être le plus frileux, celui qui y croyait le moins, et je dois te rendre les honneurs qui t'appartiennent. Les Memphis Grizzlies sont aujourd'hui tout simplement 2e de la conférence Ouest, un bilan que j'aurais pas du tout imaginé, et tu as écrit aujourd'hui sur Basket Session un papier voilà, sur Memphis pour parler un petit peu de la situation, parler un petit peu des secrets de leur belle réussite. Donc je vous encourage à aller lire l'article de Shai sur Basket Session. On a eu envie d'en parler un petit peu plus. Et donc, tout d'abord, Shai, comment on se sent parce que je sais que souvent, tu es un peu dur avec toi-même. Tu dis, ouais, je suis le pire pour les prédictions. Si vous voulez perdre des paris, faut m'écouter. Là, au bout du compte, t'as vu, vraiment, t'as mis dans le mille. Comment tu te sens aujourd'hui quand tu vois jouer cette équipe de Memphis? Alors, je vais encore être prudent, hein. C'est pour l'instant, le pronostic est plutôt pas mal. Euh, et c'est au-delà de l'analyse, c'est pas une expertise incroyable, c'est plutôt que je pense que j'ai voulu mourir sur cette colline, comme on dit. Et ça fait pour ceux qui ne savent pas, ça fait peut-être 4 ans que je pense que cette équipe peut faire quelque chose, être un vrai outsider à l'Ouest, outsider puis contender. Il y a eu la petite traversée du désert qu'on sait, hein, avec tout ce qui est autour de Ja Morant. D'abord sa suspension, puis sa blessure. On s'est demandé si c'était pas si la petite fenêtre de tir qui était la leur dans le rôle de jeune équipe qui monte n'était pas déjà passée. Donc c'est plus de l'entêtement dans un premier temps qu'autre chose. Mais il faut reconnaître que ça me fait très plaisir parce que ça se passe encore mieux que ce que j'espérais. Parce que honnêtement, Théo, si je t'avais dit au début de la saison ou si on m'avait dit, voilà, on t'annonce le futur sur les 25 premiers matchs, Memphis aura le plus grand nombre de matchs manqués pour ses joueurs à cause des blessures, sera en tête de ce classement. Avec ça, pour seule info, si on m'avait dit qu'en plus il y aurait plus de 10 victoires sur les 25, j'y aurais pas cru du tout. Là, ils sont à 17-8, ils sont 2e à l'Ouest, une conférence Ouest qui est extrêmement serrée, hein, donc ça peut aller très très vite, tout en ayant un bon nombre de leurs joueurs majeurs qui sont pas encore à 100% ou pas encore revenus. J'y aurais pas cru une seule seconde. Par contre, j'ai été optimiste. Je me disais en reprenant une partie de la recette qu'avait fait d'eux une équipe que j'aimais bien, une équipe qui avait des ambitions légitimes à l'Ouest, peut-être que ça pouvait marcher, que le coach était toujours le même et on en reparlera peut-être. Je trouve que Taylor Jenkins est vraiment excellent. Dans l'optique où Ja Morant pouvait revenir à son meilleur niveau sans écart de conduite en dehors du terrain, je les voyais bien être bons. Là, 2e et à 17-8 dans la conférence la plus relevée. Non, franchement, je m'y attendais pas. Donc ouais, pour répondre à ta question plus simplement, je suis très très content. Et en plus, c'est une équipe qui est intéressante à voir jouer parce que par la force des choses, elle propose plein de visages différents parce que entre les blessures et l'obligation de composer des line-up différents, on voit différents visages des Grizzlies en fait. Donc voilà, forcément, ouais, pas mal de plaisir à les voir évoluer cette saison. Ouais, tu parlais du bilan de Memphis. Faut noter donc 10 victoires sur les 12 derniers matchs. Parmi les deux défaites, une défaite contre Denver, une défaite contre Dallas, donc des défaites desquelles on n'a pas à rougir. Parmi les 10 victoires, pour être honnête, pas mal d'équipes faibles, mais malgré tout,
une belle victoire contre Boston. C'était quand? C'était ce week-end, hein, si je me Ce trompe week-end, pas. ouais. Voilà, c'était samedi. Au TD Garden, ouais. Une belle victoire contre Boston avec un dunk hallucinant de Ja Morant, ligne de fond, qui rappelleront des souvenirs de Vince Carter aux plus anciens d'entre vous, en double clutch exactement, ou de Dominique Wilkins pour les encore plus anciens, ceux qui ont mon âge. Mais voilà, deux joueurs qui faisaient pas du tout la taille de Ja Morant. On peut peut-être commencer par Ja. Ce sur quoi, de toute façon, là, pour le coup, on était tous d'accord, c'est que tout se passerait... Enfin, rien n'est possible pour cette équipe de Memphis sans Ja Morant. Il y avait quand même la question de savoir dans quelle disposition d'esprit, dans quel état de santé il serait aussi après cette quasiment un an et demi gâché quasiment pour différentes... entre les blessures et les suspensions. Il est toujours aussi électrisant à regarder jouer. Il a toujours finalement ce leadership qui est assez unique en fait, je trouve, où tu sens que il est vraiment le visage de l'équipe et le leader émotionnel et leader dans le jeu de cette équipe de Memphis, je trouve. Et son impact, il est incontestable en fait. Dès qu'il est sur le terrain, autour de lui, les équipes gagnent en fait. Et c'est pas quelque chose d'aussi simple qu'il y paraît pour un joueur à son poste et un joueur avec son gabarit aussi. Absolument, ça fait pas. C'est un des joueurs qu'on a. Tu parlais de son gabarit. Pour revenir sur le Mook Small, il y a un portrait de Ja Morant dedans. Donc, il fait partie de ces joueurs avec un gabarit traditionnel, mais qui arrivent à jouer au-dessus de leur taille. Le plus impressionnant dans tout ça, là, dans tout ce que font les Grizzlies, c'est que ils arrivent à le faire sans que Ja Morant soit encore à pleine puissance. C'est-à-dire qu'il a joué que 14 matchs. Il a manqué des matchs sur blessure. Certains des matchs en question qu'il a joué, il a pas fait des prestations incroyables. Par contre, sur la plupart d'entre eux, j'aime beaucoup l'approche qu'il a eue. C'est-à-dire, et c'est raccord avec l'attitude qu'il annonçait vouloir avoir en dehors du terrain, en tant que leader et tout ça. C'est-à-dire qu'une approche très humble, très concentrée. Et j'aime beaucoup la manière dont il joue. C'est-à-dire qu'il est il est beaucoup plus playmaker que par le passé. Il s'est concentré sur la passe. Jusqu'à ce dunk que tu évoquais, il était quand même plutôt déterminé à éviter ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire essayer de dunker 5 ou 6 fois sur toute la défense adverse, et donc à mettre son corps en péril, parce que c'est des efforts incroyables. Sur les articulations, à chaque fois, on avait un peu des vibes de Derrick Rose au début de sa carrière. On se disait, mais s'il continue d'essayer de tenter des choses comme ça va être au préjudice de sa santé, de sa condition physique, de sa santé. Il évite les choses trop... qui mettent trop de pression sur son physique, je trouve, et en même temps, il fait très bien jouer les autres. Les autres tours sont meilleurs que l'an dernier, c'est pas compliqué, parce que beaucoup d'entre eux ont manqué énormément de matchs, et en plus, il y avait une atmosphère un peu déprimante à Memphis. Il est encore loin de son meilleur niveau, je trouve, parce que quand il a été vraiment à son meilleur niveau, pour moi, c'est une superstar dans cette ligue. Il est capable d'être une superstar, et vu que c'est l'un des ingrédients qu'il faut pour être un contender, ça, Memphis là, je trouve. Mais sur les 14 matchs, il peut encore faire mieux que ça, en fait. Il peut réussir à enchaîner un peu plus les matchs sans les petits pépins physiques. Il n'a pas joué le dernier, par exemple, contre Washington. Mais c'est très encourageant, ce qu'on voit de lui. Ça je te rejoins, c'est très encourageant. Et en même temps, ils ont réussi sans lui à trouver des solutions pour remporter des matchs, et des matchs compliqués. Et ça, je trouve ça fort. Pour le leadership, je commence à retrouver aussi ce que j'aimais beaucoup chez lui sur ses toutes premières saisons avec Memphis, c'est-à-dire une forme de maturité et de calme. Alors il y a toujours le côté nous contre les autres, tu sais, on est un peu pas les bad boys de notre époque, parce que c'est un peu un côté tough comme ça qui est assumé. Il y a toujours ça, mais en même temps, tu sens que ce serait un des gars tough, mais qu'on mûrit un peu, tu vois, avec les épreuves qu'il a traversées et que le groupe a traversées, parce que le groupe vivait aussi un peu par lui. Je le trouve, même dans ses déclarations, plus mûr, plus apaisé, et voilà, c'est extrêmement encourageant de ce point de vue-là. Ouais, c'est clair. Ce qui faisait la spécificité vraiment de cette équipe de Memphis il y a 2 ans maintenant, quand il y avait beaucoup de hype justifié, hein, quand ils avaient fait une demi-finale de conférence Ouest, c'était le niveau incroyable de Ja Morant qui commençait à entrer dans les discussions pour le MVP même. Alors, on savait qu'il ne serait pas élu MVP, mais on commençait à se dire, Ja Morant, est-ce qu'il doit être dans la conversation, etc. C'était que cette équipe, elle avait la capacité à gagner des matchs quand il n'était pas là, ce qu'on retrouve cette saison. Et en fait, l'an dernier, l'équipe était au fond du trou quasiment. Il n'y avait pas cette magie-là, mais t'as l'impression que dès que cette équipe sait que Ja Morant peut être là quand même et qu'il va être là pendant les matchs où il n'est pas là, comme le dernier dont tu parles,
Tyler Jenkins trouve les ressorts, trouve la façon de faire gagner cette équipe. Il y a 2 ans, ce qui était fou, c'est que même certains se posaient la question de savoir si cette équipe serait pas meilleure même sans Ja Morant. Il y a eu des séries de matchs sans lui où ils arrivent à gagner, c'est ça. Exactement, mais ce qui était vraiment absurde, parce qu'on sait vraiment que son plein potentiel, c'est avec Ja Morant. Et là, ils ont réussi, ou du moins ils réussissent sur ce début de saison, ce sur quoi moi j'étais assez sceptique en fait, c'est qu'ils ont réussi à raccrocher les wagons et à reprendre la continuité quasiment de là où ils étaient il y a 2 ans. Moi j'étais assez sceptique, comme on en avait parlé, j'avais l'impression que peut-être le train était passé, que finalement le train de la hype aussi était passé, que finalement Anthony Edwards avait pris la place de Ja Morant, il avait pris la place du joueur cool, qui a un peu la grande gueule et en même temps qui est hyper attachant avec une équipe atypique dans son jeu. Et finalement, Memphis, effectivement, est en train de raccrocher les wagons, de reprendre la trajectoire un petit peu là où elle l'avait laissé avec les problèmes dont on a parlé précédemment, et avec un effectif qui est peut-être, et on va peut-être y venir même, plus profond. Je ne sais pas ce que t'en penses qu'il y a 2 ans, ou plus... Je sais pas, plus performant encore. Comment est-ce que tu vois le reste de l'équipe? Et puis après, je reviendrai dessus, parce que là aussi, je m'étais complètement planté sur le reste de cette équipe. Ouais, je pense que personne pouvait... j'imagine personne d'extérieur au groupe pouvait deviner que les choses cliqueraient aussi bien que ça et que l'équipe était aussi profonde, encore une fois à l'heure actuelle, mais surtout avec ce qu'on a vu l'année dernière. Il y a eu des bonnes choses, mine de rien. Dans la grisaille, avec les blessures, avec les absences de Morant, Bane avait manqué énormément de matchs, Marcus Smart n'a pas joué quasiment. Moi, j'avais été un peu inquiet par Jaren Jackson Jr. m'inquiétait un peu parce que c'était l'opportunité pour lui de se révéler un peu en tant que première option. Il avait fait quelques cartons offensifs, mais sur le reste, il me semblait désengagé, un peu désintéressé. Donc je me disais, bon, si lui est pas vraiment bien dedans, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Et au final, l'effectif de cette année, il est très profond. En tout cas, les joueurs sont, c'est très homogène. Ils arrivent à être performants dans différents secteurs. Si on prend un peu comme ça les joueurs comme ils viennent, tu vois, par exemple, le simple fait d'avoir Jalen Wells, qui est 39e pick de draft, qui est titulaire dans l'équipe, qui a été élu rookie du mois à l'Ouest, ça, je pense que absolument personne ne l'a vu venir. Même ceux qui suivent très attentivement la NCAA, on savait que c'était un bon joueur à Washington State, mais de là à être titulaire en NBA dans l'équipe qui est 2e, d'ailleurs titulaire ou non, je pense que on voit que c'est un excellent joueur et que ça va être un excellent joueur. Brandon Clark débarrassé des blessures, le banc avec Zach Edey qui est en ce moment blessé mais qui a été très bon sur les périodes où il était là. Santi Aldama, pareil, on savait qu'il était bon, c'est potentiellement une machine à double-double, mais très bien aussi en sortie de banc. La révélation Scottie Pippen Jr., ils ont parié sur lui et c'est un excellent pari. Pareil, titulaire ou pas, il fait le job. Luke Kennard, qui est quand même en théorie un des très très bons shooters de cette ligue. Et puis des mecs même beaucoup plus obscurs que seuls les gens qui regardaient les matchs des Grizzlies connaissent. Jake LaRavia, Jay Huff, voilà. Plus des gars qui sont blessés parce que, tu vois, Gigi Jackson Jr., qui était un des mecs qui s'est révélé l'an dernier, qui était le plus jeune joueur de l'effectif. C'est un des plus gros talents de l'effectif selon moi, mais il est blessé pour peut-être toute la saison, il est même pas là. Donc ils ont un effectif profond, des joueurs qui sont pas encore aptes à jouer, des titulaires qui sont pas encore à 100% selon moi, pour la plupart. Oui, cet effectif, il est beaucoup plus deep que ce qu'on pensait. J'ai même pas cité Marcus Smart, par exemple, aussi. J'étais hyper enthousiaste après son arrivée l'année dernière. Alors, un peu moins pour lui que pour les Grizzlies, parce que lui, c'était assez dur d'être tradé depuis Boston, où il avait fait toute sa carrière, surtout qu'en plus, après, il a vu les Celtics remporter le titre sans lui. Mais c'était une super acquisition en termes d'expérience, de la fameuse culture, le terme qui est un peu galvaudé, mais c'est un mec qui a vu des choses, qui a vécu des choses en NBA et qui connaît la gagne. Donc, voilà, tout ça pour dire que l'effectif est performant au-delà de toutes les attentes, je pense. Eux diront qu'ils connaissaient leur valeur et tout ça, mais pour l'instant, c'est quand même assez impressionnant. Tu vois, le dernier match en date contre Washington, le banc fait encore un travail excellent. Il n'y a pas de Ja Morant. C'est un effectif profond. Et là aussi, on en revient à Taylor Jenkins qui en changeant les line-up, en donnant leur chance à des mecs qui l'ont pas eu avant en NBA, ça part de là aussi, ça part du coach. Donc, effectif très, très, très profond et performant pour l'instant. Ouais, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'en début de saison, quand on avait fait, je sais plus, on avait fait un podcast de pré-saison, on parlait un petit peu des attentes qu'on avait envers diverses équipes. Moi, j'étais de ceux qui, en regardant le roster, disaient non, mais là, avec Ja Morant,
je suis pas sûr que cette équipe soit suffisamment performante pour aller loin, mais sans Ja Morant, je me disais, mais elle peut aller nulle part. Et mis à part peut-être Santi Aldama, que j'adore, et à chaque fois, je suis obligé de revérifier sa date de naissance pour vérifier qu'elle a que 24 ans, entre guillemets. Donc encore une belle marge de progression. Je trouvais l'effectif assez faible, en fait. Et là, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que l'effectif en dehors de Ja Morant et des stars répond à même au-delà des attentes, effectivement, qu'il y avait, du moins extérieures, au-delà des attentes extérieures qu'il y avait autour d'eux. Et ce qui est marrant, c'est que quand je disais, t'as l'impression qu'ils ont repris là où ils s'étaient arrêtés il y a 2 ans, c'est vrai aussi des joueurs, notamment l'an dernier, j'avais été très déçu finalement par le niveau de jeu et l'impact, le faible impact de Jaren Jackson Jr. Et déçu aussi par Desmond Bane, qui était beaucoup handicapé par des blessures. Mais tu sais, on avait fait un podcast, je sais pas, te rappelle, on avait drafté en fait pour essayer de déterminer qui étaient les meilleures deuxièmes options de toute la ligue. Et moi, Desmond Bane, je l'avais assez haut dans ma liste, en fait. Tu vois, je me disais, c'est potentiellement le lieutenant parfait. Et l'an dernier, en l'absence de Ja Morant, j'espérais ou je m'attendais à ce qu'il peut-être prenne un rôle plus prépondérant, tu vois. Et finalement, bon, encore une fois, il était beaucoup blessé. Donc, les deux joueurs qui m'ont beaucoup déçu l'an dernier. Et là, Jaren Jackson Jr., il a repris vraiment là où il était. C'est même lui le meilleur marqueur de l'équipe, mais même défensivement, en termes d'impact. Il sera, je pense pas qu'il sera forcément défenseur de l'année, mais il est à nouveau dans la discussion. Il sera à nouveau dans un des meilleurs 5 défensifs. Il y a de bonnes chances en tout cas. Est-ce que toi, tu les voyais, ces joueurs-là, rebondir comme ça? Même si Desmond Bane, on pourrait revenir sur son cas un peu plus tard, parce que je pense qu'il n'est pas encore à plein régime. Mais est-ce que ça, tu l'avais vu venir aussi? Jared Jackson Jr., j'avais un peu peur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, il y avait quand même. C'est un type qui a été meilleur défenseur de l'année. Alors, je sais que pas mal de gens avaient contesté ce sacre à l'époque, et je le comprends parce que il dépendait beaucoup de la défense collective, contrairement à d'autres gagnants de ce trophée-là, qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Pour Desmond Bane, il a joué qu'une 40aine de matchs l'an dernier, mais c'est vrai que même là, sur ces matchs-là. Il n'avait pas l'impact qu'on aurait pu espérer. Et même cette année, c'est pour ça que je suis quand même optimiste. C'est-à-dire que lui aussi a eu déjà des blessures. Hein. C'est quand même un effectif qui est pas mal handicapé par ça. Il n'est pas encore dans ses chiffres habituels au niveau de l'adresse. Défensivement, même défensivement, en fait, les deux là dont je parle, et même l'équipe dans son ensemble, elle a une grosse marge de progression en défense. Elle prend beaucoup trop de points encore, à mon sens. Mais on sait qu'elle a déjà trouvé des bonnes la formule pour y arriver par le passé, dans un passé récent, avec ces joueurs-là, en tout cas avec la plupart de ces joueurs-là. Donc j'espérais que Jackson et Bane seraient bons, mais je suis surpris que même avec un Bane pas encore très bon et avec un Jackson qui lui aussi, franchement, je pense vraiment qu'il peut faire encore plus. Il a quand même un talent assez incroyable dans les pattes. Je pensais pas que Memphis serait aussi bon. Donc pour ces deux-là. Alors je reviens sur ce que tu as dit, je pense pas qu'il sera dans la conversation du DPOY. Je suis pas sûr, parce que j'ai l'impression que Memphis n'est pas branché sur une attitude très défensive pour l'instant. Pour le moment, hein, ça peut encore changer. Mais en tout cas, moi, j'attends juste de lui qu'il soit un numéro 2 tout à fait compétent, un défenseur de qualité, et dans ce sens-là, ça ira, quoi. Tout tourne quand même beaucoup autour de Ja Morant, en tout cas pour ce qui sera des matchs contre des adversaires directs en fin de saison, pour les playoffs, ça reste quand même essentiel. Ce qu'on a appris sur Jaren Jackson Jr. l'an dernier, c'est qu'à mon sens, c'est que ça pourra jamais être une première option. Ça peut être un type qui peut te mettre 30 points sur un match, 35 points, pourquoi pas. Mais tu vois, j'aurais aimé qu'il porte un peu plus l'équipe, quoi. Avec le talent qu'il a, je pense que c'était possible, et il a montré que c'était pas trop sa personnalité. C'est très bien d'être un numéro 2 ou un numéro 2 bis, que sais-je, avec Desmond Bane, ce sera super. Mais ça pourra pas être plus, je pense. Ouais, parce que je voulais faire un petit focus sur Desmond Bane, parce que effectivement, s'il y a une déception quand même sur ce début de saison, c'est le rendement offensif, notamment de Desmond Bane, qui est quasiment là, c'est presque ses pires stats en fait depuis sa saison rookie. Il est à 14,5 points, mais c'est surtout l'adresse qui pêche en fait. Il est qu'à 43% de réussite, 32% à 3 points. C'est simple, depuis le début de sa carrière, il n'avait jamais été en dessous des 38%. C'est un joueur qui a été entre 38 et même pas loin de 44% de réussite à 3 points. Ouais. Donc là, on sait ce que c'est aussi, c'est-à-dire que ces périodes en fait, ce que les Américains appellent les shooting slumps, là, quand vraiment
on n'arrive pas à régler la mire du tout. On sait aussi que c'est des choses qui peuvent se corriger et que, vu la qualité du shooter qu'il est, ça peut pas rester quand même la norme pour lui. Et là, effectivement, on peut se demander aussi ce que donnera ou ce que peut donner cette équipe de Memphis si Desmond Bane parvient à remettre, à retrouver vraiment de la confiance et de la réussite. C'est dur aussi de savoir si c'est dû à sa longue blessure, s'il est encore un petit peu gêné, s'il est en manque de rythme physique ou si c'est simplement la partie un peu psychologique parfois que peuvent connaître les shooters. Là, effectivement, tu vois, pour moi, c'était l'architecture de cette équipe telle que je l'imaginais quand il y a 2 ans. Je continue d'y revenir. C'est je voyais Ja Morant, bien entendu, en leader. Pas forcément meilleur score de son équipe, mais en tout cas en option A, quoi qu'il arrive. Bane en 2 et Jaren Jackson en 3. Ouais. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est finalement cette saison sur le scoring uniquement, c'est Jaren Jackson meilleur scoreur, Ja Morant deuxième et Bane finalement assez loin derrière avec ses 14 points. Ouais, et il y a beaucoup de joueurs qui ont des moyennes de points assez élevées, je trouve, c'est plutôt bien réparti. Bane, moi, alors, si tu veux, c'est un couteau suisse pour moi, c'est-à-dire qu'il a la capacité de scorer, c'est un très bon joueur offensif, mais c'est aussi un très très bon défenseur et un mec qui dicte un peu le tempérament de l'équipe, qui est très très symbolique de ça. Et tu vois, c'est un mec qui a pas peur, il est déjà allé trash talker LeBron James et tout, enfin plein d'autres joueurs majeurs de la ligue, il a peur d'absolument personne. Et c'est un peu le baromètre pour moi de cette équipe-là, tu vois. Donc, c'est parfait s'il a de l'adresse, c'est parfait s'il peut tourner à plus proche des 20 points que des 15 comme c'est le cas actuellement. Mais là, l'importance, c'est qu'il soit performant sur le combat, sur la défense, quand ça comptera, c'est-à-dire en play-off s'ils y arrivent. Pour l'instant, c'est bien parti. Mais oui, ça fait partie des axes de progression aussi, quoi, que Bane retrouve son meilleur niveau et que même Ja Morant marque moins qu'avant, ce qui est pas un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il fait pas mal de passes, il a 8 passes et demi de moyenne. Ils ont encore cette variable-là et ils sont sur un temps de jeu très faible aussi. Faut le dire par rapport à, si tu prends la plupart des autres équipes qui sont ambitieuses à l'ouest comme à l'est d'ailleurs, mis à part les Knicks et leurs 40 minutes de temps de jeu moyen pour les cadres, il y en a aucun qui est à la demi-heure de jeu de moyenne en fait. Tu vois, t'as Jaren Jackson et Ja Morant, et les trois en fait. Voilà, Morant, Bane et Jackson, je l'ai sous les yeux là, ils sont à 28 minutes de temps de jeu moyen. C'est pas énorme. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup tirer sur la corde mais je trouve que c'est un point intéressant et toujours pour parler de l'équipe de cette équipe, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 joueurs qui sont à au moins 10 points de moyenne. Faudrait faire la comparaison avec d'autres équipes. T'en as qui sont à 9-6, 9-5, c'est Smart et Huff. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette variété-là sur le plan offensif. Ouais, j'allais justement y venir. C'est la stat que j'allais te soumettre. Donc 9 joueurs à 9,5 points ou plus, ce qui est effectivement très intéressant en termes de polyvalence. Et dans cette polyvalence, il y a un joueur qu'on a mentionné en passant et sur lequel vous étiez revenu plusieurs fois avec Antoine dans le CQFR, c'est Scottie Pippen Jr. Là aussi, c'est quand même le joueur qu'on n'avait pas vu venir. Et au-delà de ses performances au scoring, c'est sa polyvalence et sa capacité à créer du jeu, à être un vrai playmaker qui est vraiment intéressante. Quand ils avaient perdu Tyus Jones il y a quoi, 2 saisons maintenant, 3 saisons, je ne me rappelle plus à quel moment il était parti. Ouais, il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. L'année dernière, ouais, en tout cas. Ça avait été une des questions. On s'était dit, mais comment ils vont le remplacer? Est-ce que, tu vois, l'arrivée de Marcus Smart, c'est un playmaker, mais ça, c'est pas non plus un playmaker vraiment académique. Et là, en fait, j'ai l'impression que, de fait, Scottie Pippen Jr. est devenu un petit peu ce deuxième playmaker, cette plaque tournante, en fait, cet homme à tout faire. Alors, un niveau bien entendu bien moindre que celui que pouvait l'être Scottie Pippen senior, mais ça, c'est effectivement des vraies réussites du staff, du GM aussi. Et on peut revenir en partie sur Tyler Jenkins. C'est vrai que, et c'est justifié, en fait, on n'a jamais entendu de rumeurs selon lesquelles il pourrait être sur le siège éjectable ou que son poste était peut-être menacé. Alors, quelque part, on peut se dire, c'est normal. De toute façon, l'an dernier, il n'avait pas son équipe, ça aurait été fou de le virer, mais on sait que dans d'autres franchises, son nom aurait à coup sûr en fait commencé à circuler comme étant potentiellement sur le départ, ou du moins que sa place n'était pas garantie. Là, on sent qu'il y a quand même pas mal de sérénité de ce côté-là aussi de la franchise. Ils ont vraiment confiance en lui et c'est totalement mérité. Moi, je pense que là, à l'heure actuelle, c'est peut-être avec Jamal Mosley
Et Kenny Atkinson, forcément, avec ce que font les Cavs, il est plus que dans la discussion du coach de l'année pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire notamment le fait d'avoir dû composer avec beaucoup de blessures et d'avoir dû composer des line-up différents. C'est marrant parce que quand tu regardes aussi sur la feuille de stats des Grizzlies, tu vois c'est pas mal partagé entre le nombre de titularisations, le nombre de sorties du banc. Il a réussi à trouver, à faire en sorte que les joueurs acceptent très bien de sortir du banc, comme d'un jour à l'autre repasser titulaire. Je trouve ça, tu vois, pour Scottie Pippen, il est aussi efficace pour moi quand il est titulaire que quand il est en sortie de banc. C'est le chouchou d'Antoine. C'est vrai que depuis le début, il nous en parle pas mal. Au début, j'avoue que je l'ai pas pris très au sérieux, Scottie Pippen. C'est bête, mais voilà, tu vois un fils d'eux qui arrive, qui est un peu late bloomer, quoi. Il a jamais vraiment percé avant. Alors, vu qu'on a suivi quand même pas mal Summer League et pré-saison, il était excellent sur les deux. Il a vraiment fait des grosses perfs et il a aussi gagné sa place à ce moment-là, je pense, en tout cas sa place dans la rotation. Ce qui prouve bien que c'est pas que des matchs d'exhibition, qu'il y a vraiment des mecs qui essaient de gagner leur place et qui y arrivent. Les Grizzlies, d'ailleurs, sont très bons là-dessus. Hein, c'est comme ça qu'ils récupèrent pas mal de joueurs pour leur rotation. Et Jenkins, ouais, c'est super qu'il lui ait fait confiance, qu'il se soit pas dit « Ah mince, tout ce qui est arrivé, c'est bien, c'est un fusible facile. On n'a pas dégagé Ja Morant, même s'il était à l'origine d'une partie des problèmes. On n'a pas essayé de trader Jaren Jackson Jr., alors qu'il n'a pas montré énormément de détermination l'an dernier, ou Desmond Bane. C'est souvent le coach qui fait office de fusible. Et là, ils lui ont maintenu sa confiance et je pense qu'ils en sont récompensés parce que voilà, faculté d'adaptation à différents contextes, les rotations très bonnes. Le fait de réussir à bien faire jouer des joueurs qui avaient peu de temps de jeu avant, je trouve ça. Tu vois, là, je reprends le rookie, Jalen Wells, je le trouve. Moi, je le connaissais pas bien, hein, mais je le trouve vraiment. C'est un two-way player de très très grande qualité déjà. Des mecs, Jake LaRavia, il est là depuis plusieurs saisons, hein, et il avait fait des choses pas inintéressantes, mais de là maintenant à se dire qu'il va jouer plus de 20 minutes par match et être impactant, c'est pas gagné. Réintégrer un Brandon Clark qui a galéré avec les blessures, pareil, depuis 2 ans, c'est voilà. Et l'an dernier, mine de rien, dans tout le marasme qu'ils ont vécu, Jenkins avait déjà réussi à sortir des mecs un peu improbables, tu vois. Des types, on en rigolait avec Antoine le matin, mais à chaque fois on disait, mais attends, c'est qui lui? C'est un mec qu'ils ont inventé, Vince Williams Jr., tu vois, et c'est des types qui jouaient bien et qui montraient qu'ils avaient, si une chance leur était offerte, ils la saisiraient et ce seraient des joueurs solides de rotation. Et ça, c'est le coaching staff pour moi qui est en partie responsable de ça. Et ça montre tout le très bon travail qui est fait là-dessus. Après, au bout d'un moment, il faudra, j'imagine qu'à l'approche des playoffs, si Memphis est toujours en bonne position, il faudra réduire la rotation. Et il y a des joueurs qu'on verra pas quasiment plus. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que je trouve que Taylor Jenkins est, à l'heure actuelle, je le mettrais peut-être même coach de l'année. Voilà, ce serait mon vote personnel. Ouais, avec un coaching staff quand même plutôt intéressant, parce qu'on sait aussi que Tuomas Issalo, qui avait fait des merveilles avec Paris Basket l'an dernier, a rejoint le staff des Grizzlies. Donc effectivement, tu sens que vraiment ça fonctionne bien. La question qu'on va vite se poser forcément dans cette ligue, c'est toujours comme ça. Là, c'est la belle surprise. C'est une des belles surprises de la saison, Memphis. C'est maintenant la question de quel est leur potentiel réel en fait dès cette saison. Et quand on parle maintenant que voilà, on en est à ce stade de l'année, c'est quel est leur potentiel en playoff, bien sûr. Même s'il y a encore énormément de matchs à jouer. Est-ce que là-dessus aussi, tu te sens, tu penses qu'il y a des garanties en fait dessus? Est-ce que tu penses qu'il y a que ce bon début de saison régulière du côté de Memphis leur garantit d'être une équipe qui peut avoir de vrais espoirs en play-off? Alors quand je dis de vrais espoirs, je dis pas forcément d'aller jusqu'en finale, mais peut-être que ça sera ton avis, Shai. Mais en tout cas, voilà, de passer un tour, voire deux, en tout cas d'être une équipe difficilement délogeable. Je suis partagé entre deux sentiments en fait. J'ai envie d'expérience, il vaut mieux être humble et se dire, ou en tout cas prudent et se dire, à une blessure près ou deux, l'effectif peut partir en cacahuète. Et à l'Ouest, on l'a dit tout à l'heure, tu perds 3 matchs de suite, tu te retrouves en dehors t'es plus du tout avec l'avantage du terrain en playoff et tout ça. Donc, je pense qu'il faut être prudent et peut-être se dire déjà, c'est une satisfaction de voir que ça peut fonctionner. C'est-à-dire que l'effectif est pas à totalement reconstruire. Ils ont quelque chose qui peut toujours fonctionner et ils peuvent encore avoir des aspirations pour la suite. Mais peut-être plutôt de se dire que c'est encourageant pour le futur proche. J'ai envie de me dire ça d'un côté. C'est-à-dire, même si cette saison, ils finissent que au play-in, ce qui est possible et ce qui serait déjà pas mal, ou même
qui se qualifient pour un premier tour et qui perdent contre une équipe qui leur est supérieure, bah, ils auront montré qu'ils ont les armes pour faire quelque chose et pour progresser, reprendre en tout cas là où là où ils se sont arrêtés. En fait, ils étaient vraiment. Faut vous rappeler qu'ils ont fait 2 saisons à plus de 50 victoires, une demi-finale de conférence, et après, alors qu'on les attendait en pleine ascension, ils ont été séchés dans le contexte qu'on connaît. Donc, je suis partagé entre ça et le fait d'avoir vraiment très très envie de m'enflammer. Ce qui est pas bon signe pour eux si je commence à m'enflammer à leur sujet. Alors j'irai pas jusqu'à dire ils peuvent viser la finale, mais les finales. Mais ils ont quand même, quand tu regardes ce qu'on cherche chez un contender en général, la superstar, je considère qu'ils l'ont. Je considère que Ja Morant, sur ce qu'il est capable de faire de mieux, et il va y arriver au fur et à mesure de la saison, je considère qu'ils l'ont. Ils ont 2 anciens Defensive Player of the Year, ok. Ils ont Marcus Smart et Jaren Jackson Jr. Donc ils ont des bons joueurs défensifs. Si on étend même ça aux autres joueurs de la rotation, c'est des bons défenseurs. Ils ont des jeunes joueurs qui sont quand même super bien adaptés. Jalen Wells, Zach Edey, c'est quand même des rookies qui sont plus que bien adaptés. Ils ont la profondeur qu'on a évoquée longuement tout à l'heure. Je redis les noms, que des mecs qui sont très performants. Aldama, Scottie Pippen Jr., Luke Kennard, typiquement le profil de shooter dont ont besoin les équipes qui sont ambitieuses. Les Jack LaRavia et JF, je sais pas si on les verra beaucoup dans le contexte de playoff, mais ils ont ça. Ils ont aussi un bon coach. Ils ont la capacité à être une bonne défense. Ça, c'est un peu la marge de progression que j'attends d'eux. Mais ils ont ce qui leur permettrait, à mon avis, d'être une équipe surprise. Tu vois, il leur manque le fait d'avoir leur joueur à 100%. Et c'est toujours une inconnue compliquée. Quand tu te projettes, tu te dis, bon, bah, si ils sont pas blessés, voilà, c'est un peu le petit frein que je mettrais, le petit bémol. Mais moi, oui, honnêtement, j'ai envie de m'enflammer et de dire que ils seront un peu ce genre d'équipe que personne n'a envie d'affronter au premier tour et qui est capable collectivement, tout en étant sublimé par un joueur d'exception, ils peuvent passer un tour, 2 tours, qui sait, et être une surprise. Malheureusement, il y a énormément de monde à l'Ouest quand même, donc c'est difficile d'être plus ambitieux que ça, mais ce serait déjà incroyable. Enfin, faut se rappeler d'où ils viennent. Ils étaient dans la loterie la saison dernière, hein, avec leur joueur majeur qui s'est fait suspendre 2 fois parce qu'il n'arrivait pas à garder un gun hors de portée de lui. Des blessures, c'est revenir de très loin en très peu de temps, je trouve quand même. C'est ce qui me fait m'enflammer un petit peu. Donc peut-être que la vérité sera entre les deux et qu'on peut leur promettre ou leur souhaiter quelque chose d'intermédiaire, une qualification en playoff direct, un beau premier tour. Au-delà, ce sera quand même compliqué si on est totalement honnête. Ouais, tu fais bien de rappeler le contexte de la conférence Ouest. Effectivement, on le disait au début de podcast, les Grizzlies qui sont 2e de la conférence Ouest, mais il faut savoir qu'ils ont simplement que les 2 équipes qui sont derrière les Grizzlies, donc les Rockets et les Mavericks, ont une victoire simplement de moins que Memphis. Memphis qui a joué un match de plus que ces 2 équipes, ils ont le même nombre de défaites, 8 défaites, donc ça peut aller très très vite. Je parlais aussi tout à l'heure, c'est pas pour faire l'oiseau de mauvais augure, mais c'est vrai que dans leur très belle série de victoires, il y a eu quand même pas mal d'équipes faibles, donc on sait qu'une saison NBA c'est long, on sait qu'il y a des moments où tu vas enchaîner des séries de matchs qui seront plus compliquées, qu'il y aura forcément des blessures comme toutes les franchises, et c'est là vraiment qu'on pourra peut-être en savoir plus sur la capacité de cette équipe à aller potentiellement loin en play-off. Moi, alors, c'est tout ce que tu as noté, c'est très juste sur la qualité des joueurs, la complémentarité, etc. C'est vrai aussi qu'on sait qu'en play-off, malgré tout, les belles histoires de saison régulière basées sur des beaux collectifs sans gros star power quelque part, ça tend à caler en fait face à des équipes qui sont armées avec de plus de talent intrinsèque, en fait des joueurs plus forts tout simplement. On sait aussi que les rotations se réduisent, que les joueurs majeurs jouent plus, donc c'est moins facile de faire briller tes joueurs du banc quand ils se retrouvent à devoir jouer face aux titulaires adverses. Tout ça rentre en ligne de compte. Par contre, en même temps, tu vois, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'effectivement, il y a du potentiel pour qu'elle fasse mieux que ce qu'elle a déjà fait. Tu parlais de la défense. Marcus Smart, qui n'a pas encore eu vraiment l'opportunité finalement de se mettre dans le bain de cette équipe entre les blessures, les rosters incomplets, etc. Et Desmond Bane, dont on parlait tout à l'heure, qui est encore très inconstant dans l'adresse. Il y a une vraie marge de progression malgré tout pour cette équipe des Grizzlies. Ouais, totalement. Marcus Smart, je vais en parler presque comme s'il avait 37 ou 38 ans. C'est pas du tout le cas, hein, mais c'est pas si loin, vu le nombre de matchs qu'il a dû jouer à Boston, des séries très longues, parfois joué blessé, c'est pas si loin au bout du compte. Ouais, c'est ça. Il est drafté en 2014. Il a quel âge, Marcus Smart là? Il est trentenaire.
Il est trentenaire, oui, mais je vais te confirmer ça tout de suite. Je me souviens, j'étais à sa draft et personne allait lui parler. Il avait des problèmes d'acné. Il était tout timide alors que c'est un mec quand même hyper, hyper sanguin sur le terrain. Mais en fait, peu importe son âge, en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Donc il a effectivement... 30 ans. Je me suis enflammé. Fais le calcul. Il est né en 94, donc il a 30 ans. Il a 30 ans, il va sur ses 31. Ans, ouais. Voilà. Ouais. Et c'est sa 10e saison déjà. C'est ça. Mais alors, du coup, ce que j'attends de lui, c'est pas tellement des stats. Et je pense même pas que les Grizzlies s'attendent à ce qu'il fasse des trucs incroyables sur le plan statistique. C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'expérience du leadership. Enfin, on voit comment il est. Smart, c'était déjà un leader aux Celtics alors qu'il y avait Jason Tatum, Jaylen Brown et d'autres. C'est un mec qui est capable d'être très brutalement honnête. Quand ça va pas, je pense que ça peut aider, par exemple, un Ja Morant si toutefois il était tenté de ressortir un peu du droit chemin, entre guillemets. Lui, je m'attends pas spécialement à de la progression statistique, mais il sera là pour tenir le vestiaire, il sera là pour répondre physiquement dans une série de playoffs un peu intense. Ça, je pense que son rôle, il est défini et il bougera pas. Que ce soit dans le 5 ou en sortie de banc d'ailleurs, hein, je pense pas que ce soit un problème. Mais oui, il y a cette marge de progression et c'est pour ça que je suis optimiste, tu vois. Je me dis, c'est déjà une équipe qui a gagné plus de 50 victoires par le passé. C'est une équipe où les mecs sont pas en bout de course non plus. C'est des types qui sont, enfin, tu prends Morant, Bane et Jackson Jr., ils sont pas vieux, quoi. Ils sont théoriquement encore à l'approche de leur prime. Il y a plein de choses qui... Voilà, mais bon, si on veut être raisonnable, il faut quand même se dire que quoi qu'il arrive, s'il reste dans un range autour de la 7e place, 6e place, allez, s'il y a une 6e place, je trouverais ça génial et ça montrera qu'ils vont dans le bon sens. Mais je m'interdis pas de croire en une victoire au premier tour contre une équipe qui les prendrait un peu trop de haut parce que tu as raison, c'est en général le star power qui fait la différence en playoff, mais on peut pas exclure non plus que Ja Morant soit de ces joueurs-là qui sont capables de monter suffisamment en régime pour être déterminant dans une série. Pour l'instant, il est plus sur un retour vers sa meilleure forme avec de la prudence limitée quand il va te tenter des dunks comme ça, comme l'autre jour. Mais ouais, tu vois, j'ai l'impression que quand j'y pense, je change d'avis toutes les 3 secondes à leur sujet. Je sais pas si le classement est tellement serré qu'ils peuvent, tu vois, dans une semaine, si on refait un point, ils sont 7e et on va se dire, retour sur Terre, c'est plus compliqué. Est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner après ça? Allez, moi, si je dois quand même me prononcer, je pense qu'ils vont faire les playoffs. Et ce sera déjà inespéré pour beaucoup, parce que si on regarde les pronostics de la plupart des gens, je pense que la plupart les mettaient uniquement au play-in, voire en dessous. Oui, bah complètement. Tu disais, s'ils finissaient 6e, ça serait déjà... Pour moi qui étais forcément frileux, je trouverais que c'est une saison vraiment complètement réussie. Pour revenir sur Marcus Smart, c'est même sa 11e saison. Et c'est vrai que c'est dur de savoir en fait si c'est du manque de rythme ou si c'est... alors l'âge, c'est pas vieux en fait, 30 ans, mais vraiment, avec Boston, il a beaucoup joué, beaucoup tiré sur la corde. Parce que là, par exemple, en termes d'adresse, lui aussi, c'est catastrophique. Là, il est en dessous des 37% de réussite au tir. Donc, pour l'instant, c'est pas pénalisant pour son équipe. On sait que c'est un mec qui peut tenir le vestiaire. On sait aussi que c'est un joueur, quand il était à Boston, à qui on reprochait parfois de prendre des responsabilités qu'il aurait peut-être pas dû endosser à certains moments clés de certains matchs. Après voilà, cette équipe de Boston, elle a tout le temps été loin avec lui. Elle n'est pas passée si loin d'aller même jusqu'au bout. Donc c'est toujours compliqué de jauger ça. En tout cas, ça va être intéressant de voir aussi si ce collectif mis en place par Taylor Jenkins, avec cette répartition du temps de jeu et des responsabilités, si c'est une manière d'épargner un petit peu justement ces stars en se disant bah non, finalement on est une équipe qui peut être ambitieuse, donc autant en garder un petit peu sous la semelle pour les playoffs, ou si c'est quelque chose qui va peut-être s'atténuer à mesure que certains joueurs prennent plus de place dans le collectif, sont plus performants, etc. Là, c'est vrai que je pense que c'est le début de saison idéal pour Memphis, parce que ça a permis de dresser une espèce d'état des lieux des joueurs dont on parlait tout à l'heure, là, qui sont moins estampillés. Même, tu parlais de Scottie Pippen Jr., finalement. C'est vrai que c'est une belle réussite, parce que c'est même un mec qui avait déjà joué en NBA, donc tu pouvais nous, on se disait, bon, bah voilà,
ça ira jamais au-delà. C'est juste un mec de bout du banc. Au bout du compte, il arrive à prendre une place dans ce collectif. C'est quelque chose d'assez, enfin, c'est une belle réussite. Mais malgré tout, je vais pas essayer de répondre forcément à la question que je t'ai posée, mais je continue quand même d'être un petit peu, pas sceptique, mais je suis pas encore convaincu complètement par ce début de saison, même si je suis surpris et je suis le premier à reconnaître que je m'étais effectivement trompé sur le potentiel de cette équipe. Il y a encore quelques interrogations pour moi, notamment C'est effectivement. normal, c'est très tôt, hein. Ouais, Ouais, c'est voilà, très c'est très tôt. tôt. Il y a des équipes dont on peut se dire qu'elles n'ont pas totalement démarré leur saison aussi, tu vois. Quand tu regardes le classement de l'Ouest, c'est n'importe quoi. Enfin, 10e Phoenix qui arrive pas à gagner sans Kevin Durant, tu peux te dire, ah bah KD va revenir, ils vont faire 10 victoires de suite. Est-ce que Memphis peut tenir cette cadence-là? Minnesota a pas vraiment bien démarré non plus. Les Nuggets, ils sont 7e. Enfin, donc il y a de quoi se dire que ça va rentrer dans le rang et ce serait logique en fait. Mais mais tu vois, il y a aussi plein de situations dans la saison où on se dit, bon, bah, cette équipe, elle va démarrer, puis en fait, on est à 70 matchs et ils ont toujours pas démarré, quoi. Donc, Ouais. moi, Memphis, ça a démarré et en étant optimiste, je pense que ça peut que aller encore mieux, en fait, individuellement et même collectivement, quoi. C'est intéressant que tu parles de Denver, par exemple, parce qu'en fait, je trouve que c'est un bon exemple. Tu dis, bon, aujourd'hui, les Nuggets sont 5 victoires de moins que les Grizzlies. Et Mm. en même temps, si jamais tu arrêtais là quasiment si tu arrêtais là les playoffs, si les playoffs commençaient aujourd'hui, donc il y aurait une série Grizzlies-Nuggets. Et Mm. tu vois, c'est typiquement le type de série où je suis prêt à mettre ma main à couper quasiment que si tu faisais un sondage pour savoir l'avis des gens, je pense que pas mal de gens verraient potentiellement Denver passer Memphis en partant du principe que finalement, Et Jokic. voilà, le meilleur, voilà, t'as Jokic, donc t'as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, donc c'est déjà un énorme avantage. Et t'as aussi finalement ce côté où t'as, même si Denver, on a hésité à faire un podcast spécial sur Denver aujourd'hui pour tout vous dire, il y a vraiment des choses très inquiétantes quand même du côté de Denver. Et en même temps, tu as l'impression qu'il y a une espèce de plancher, enfin, que Jokic te garantit un plancher en dessous duquel tu peux pas descendre. Et que par contre, peut-être l'upside, enfin le plafond à l'inverse, est plus haut en fait que ce qu'ils t'ont montré pendant la saison, quoi. Donc c'est Ouais, bien toujours ces sûr. questions de perception qui sont très compliquées. Bien sûr. Mais là, à l'instant T, si la série elle se joue demain, je suis pas sûr que je mise Denver par contre. Parce que là, Ouais, avec les difficultés Mm. qu'ils ont, avec les quelques absences et tout, sur la dynamique, je mettrais les Grizzlies. Par contre, en fin de saison, ce sera presque anormal s'il y a une série Denver-Memphis et que Denver passe pas. Enfin, ce serait choquant. Enfin, je comprendrais pas. Je Mm. comprendrais honnêtement pas. Mais là, quand je regarde les équipes, là, si je me projette effectivement sur des séries de playoffs potentielles, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, c'est vrai que dans la plupart des cas, j'aurais tendance à dire que l'équipe adverse pourrait passer. Mais c'est aussi pour ça que je me rassure en me disant que c'est peut-être pas l'équipe, mais une des équipes du futur à court terme ou du futur à moyen terme, parce qu'ils ont encore des jeunes joueurs. Je reparlais de Gigi Jackson tout à l'heure. Franchement, l'année dernière, il a montré des trucs vraiment, vraiment très, très prometteurs. Il va revenir, que ce soit là ou au cours de l'année ou l'année prochaine. Ils ont un noyau de joueurs qui seront dans la force de l'âge à un moment donné, qui auront eu l'habitude de jouer ensemble. On a vu des équipes comme ça qui, au bout d'un moment, arrivaient à leur fin après plusieurs échecs, après plusieurs péripéties. Et je pense que Memphis peut être ça, peut être déjà un outsider cette année et même doit être une des équipes références à l'Ouest par la suite, parce qu'il y a des collectifs vieillissants, hein, faut pas se le cacher, les Warriors, les Suns avec KD qui va pas rajeunir non plus. Donc Memphis peut et doit être cette équipe-là en fait. Et c'est pas pour dire non cette année c'est que c'est cool, c'est fun, ils sont deuxième, mais ils pourront pas faire plus. Je pense qu'ils peuvent surprendre du monde, mais presque le plus important c'est les années qui vont suivre. Ouais, et c'est là, encore une fois, j'y reviens, que c'est qu'ils ont raccroché, voilà, ils ont raccroché les wagons, j'arrête pas d'utiliser cette expression, il Ouais, faut que j'en trouve une autre, mais ils ont réussi à reprendre leur trajectoire parce que on sait aussi que les fenêtres d'opportunité, elles sont courtes en NBA, elles sont fugaces même, et moi ouais, j'avais vraiment le sentiment ou la crainte que Memphis était passé à côté de son opportunité et que derrière on allait reconnaître le cycle habituel où il faut renouveler des contrats, les contrats sont toujours renouvelés à la hausse, et à un moment tu as une équipe qui performe pas, les dirigeants de la franchise se disent bah non, on va pas payer autant d'argent pour une équipe qui plafonne, tu commences à démanteler ton équipe et en fait tu es un petit marché, tu clignes des yeux et tu te retrouves à nouveau
en bas de la pyramide, en bas de la hiérarchie de ta conférence, avec pas vraiment d'autres opportunités que d'essayer de miser sur un haut choix de draft pour essayer de remonter. Et on sait les difficultés que ça représente. Donc, en tout cas, je trouve ça vraiment rassurant pour Memphis pour cette saison et surtout pour l'avenir, comme tu le disais, Shai. Surtout si on peut retrouver le plaisir d'avoir Ja Morant sur le terrain qu'il fasse la une pour de bonnes raisons. Je t'avoue que là aussi, c'était un petit peu... on se disait, mais entre lui et Zion, quand est-ce que ces mecs-là, on va pouvoir les voir briller? Au bout du compte, c'est largement celui qui a brillé le plus des deux dans des moments importants. Mais ça fait du bien, dans son cas à lui, en tout cas, de le retrouver sur le terrain et de pouvoir à nouveau halluciner sur ses performances, ses gestes incroyables, etc. Et pas de se dire, attends, on va encore prendre des matchs de suspension où il est à nouveau blessé, ce qui est malheureusement un petit peu... On avait un peu l'impression que ça allait être sa legacy, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, sur ce qu'il montre, même sans être à 100%, il y a toujours une fluidité athlétique, une explosivité, un truc qui est... Il n'y a pas vraiment d'autres joueurs comme lui, en fait, je trouve. C'est pas un shooter, c'est pas un passeur de génie, mais c'est un type qui trouve des ouvertures, qui est capable d'attaquer le cercle de bien des manières, sans forcément dunker, hein. C'est ça il trouve aussi des angles de finition qui sont dingues. Je m'étais dit que déjà il y a 2 ans, quand ils étaient vraiment sur la pente ultra ascendante, pour moi cette équipe elle doit faire mieux que la seule vraie bonne équipe de l'histoire des Grizzlies, hein. C'est l'équipe du Grit and Grind avec moi que j'ai beaucoup aimé en plus cette équipe-là. C'est pour ça que c'est pas la première équipe de Memphis que j'aime bien. Tu vois, j'aimais déjà bien quand il y avait Conley, Randolph, Gasol, tout ce qu'ils arrivaient à dégager. Et je retrouvais un peu de ça dans l'identité de cette équipe, qui aime bien jouer dur, qui aime bien rentrer dedans, un peu parler. Et c'était une vraie déception de les voir ne pas répondre aux attentes et pour des trucs en plus extra sportifs, parce que je pense vraiment que s'il n'y a pas ça, ils ont leur mot à dire. Ils peuvent être l'une des équipes surprises qui va peut-être en finale de conférence ou autre, et je pense qu'ils peuvent à court ou moyen terme revenir sur cette trajectoire-là, et c'était pas gagné. Moi, je désespérais un peu, je continuais de les défendre en disant non, mais si. Bon, pour l'instant, ils sont revenus dans le bon wagon. C'est pas du tout gagné, encore une fois, il faut bien nuancer, hein. On est forcément toujours un peu dans une forme de culture de l'instant. Là, on a dépassé le quart de la saison, c'est encore très long. Mais déjà, les revoir comme ça, je trouve que c'est hyper encourageant. C'est hyper encourageant et peu de gens s'y attendaient finalement. Bravo Memphis Grizzlies, bravo à toi Shai, hein, qui avait vraiment eu raison de garder foi en cette équipe. Encore une fois, je le répète, je m'étais complètement planté sur vraiment leur potentiel sur ce début de saison en tout cas. Écoute, je te propose qu'on referme là ce podcast. On pourra te retrouver dès demain matin pour un nouveau CQFR bien sûr. Demain soir, Late Session, mardi soir ? Absolument, comme tous les mardis soirs. Donc vous pourrez retrouver Shai et Antoine et tous les laters à partir de 23h sur notre chaîne Twitch. Vous avez les liens bien sûr dans la description de ce podcast. Et puis nous on vous donne rendez-vous tout au long de la semaine, que ce soit avec les CQFR et les différents rendez-vous qu'on est ravis de pouvoir vous proposer. On espère que vous allez passer une excellente journée et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.